Il y a eu, dans l'histoire du monde, bien des affaires simples où la raison d'État a étouffé la simple vérité afin de servir les intérêts de quelques hauts personnages. L'affaire Jeanne d'Arc, dont on a dit qu'elle était essentiellement une question de foi religieuse, peut, par un examen approfondi, nous révéler que son tragique dénouement n'est pas simplement une question de hasard. Laissons donc à Jeanne, petite fille très pieuse et très instruite, le mystère sur l'existence des voix qu'elle seule a entendues. Mais par contre, essayons de mettre un peu de lumière sur tous les éléments surprenants qui font qu'elle ait obtenu si facilement toute la considération des gouverneurs locaux et de toute la cour de France qui l'attendait plein de curiosité. En ce temps-là, il y avait une grande pitié au royaume de France. Au fait, il restait à peine un royaume de France. L'idée même d'une France unie en un corps de nations s'en allait, s'émiettant chaque jour un peu plus. Il n'en demeurait qu'un pâle tombeau, accroché au petit groupe fidèle, blotti autour du jeune roi de Bourges, et qui flottait, incertain, au souffle de tous les courants contraires qui agitaient la pitoyable cour. Charles VI, devenu faible d'esprit, avait dû remettre le pouvoir à des parents égoïstes et cupides qui, utilisant tout aussi bien les négociations prudentes mêlées à la ruse que les crimes les plus atroces, se disputaient tour à tour ce qui surnageait d'autorité. La reine Isabeau de Bavière, Philippe le Grand et haut-duc de Bourgogne, Henri V d'Angleterre venaient de signer le traité de Troyes. Ce traité de Troyes, signé le 21 mai 1420 dans la cathédrale Saint-Pierre de Troyes, prévoit que le roi de France, Charles VI, aura pour successeur après sa mort son gendre, le roi d'Angleterre, Henri V. Dernier fils survivant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, Charles VII est trop faible pour entériner ce traité de Troyes qui le déshérite au profit d'Henri V d'Angleterre. Ce pacte, que toutes nos histoires ont justement qualifié de honteux, mettait fin à une longue et trouble période de la guerre de 100 ans. Celle-ci durait depuis près de 90 ans, et il semblait qu'il en était fini de la France, dont les dépouilles allaient soit au roi d'Angleterre avec la couronne, soit à l'habile cousin de Bourgogne. Le sort en était-il donc jeté? Les grands de la terre le pensaient bien. Et non seulement les politiques ou les capitaines qui taillaient, puis réparaient pour mieux déchirer à nouveau, et avec plus de profit encore, la belle robe de notre patrie, mais ils le pensaient aussi, les intellectuels de ce temps-là, et l'université de Paris en premier lieu. Mais ils le pensaient encore, les clercs de toute robe et de toute dignité, depuis un pape Martin V, qui avait groupé au conclave de 1417 toutes les forces anti-françaises jusqu'à des prélats. Nous ne dirons pas comme un cochon, mais comme ce Regnault de Chartres, archevêque de Reims, conseiller du roi Charles VII, qui eût été pourtant tenu à la fidélité après le triomphe splendide et si net du sacre, et dont la vilaine nature ne paraît avoir trouvé le repos qu'après le supplice de Jeanne d'Arc.
Mais ils le pensaient également, les étrangers, et ils étaient bien excusables de ne plus attacher beaucoup d'importance à la maigre troupe, harcelée et vagabonde, des derniers tenants de la royauté valoisienne. Mais il le pensait enfin peut-être, cet hésitant et cet énigmatique, ce morose et cet inquiet jeune homme de 20 ans, qui héritait d'un royaume dont il ne restait que quelques places, dont les provinces étaient envahies, qui était abandonné de tous, ne sachant, entre les amis de la veille et les ennemis du lendemain, ni qui croire, ni à qui se fier, qui ne voyait autour de lui que veuleries et dégoûts, crimes et trahisons, qui, parce qu'on avait intérêt à le lui répéter, n'était même plus sûr d'être le fils légitime de celui qu'on venait de déposer sous les caveaux de Saint-Denis. Le roi me gêne beaucoup lorsqu'il est fou, mais plus encore lorsqu'il est lucide, ne cesse de répéter la reine. Et pourtant, que le sort en fût jeté, qu'il en fût fait de la France, il ne le pensait pas. Ceux qui ne comptaient pas en ces temps-là, ceux dont on ne parlait pas, mais dont est cependant faite la pâte d'une nation. Il ne le pensait pas. Gens du peuple, ouvriers de champs et des villes, tout petits bourgeois, curés des villages et frères des ordres mendiants, seigneurs modestes des humbles gentilhommières. Pour eux, il y avait une France, une nation vivante, une déjà pour laquelle ils éprouvaient un ardent amour, pour laquelle ils étaient enflammés de pitié et d'espoir. Sentiment confus qu'on n'appelait pas encore le patriotisme, mais qui avait déjà une telle intensité qu'au sanctuaire de la Vierge Noire du Puy, aux fêtes jubilaires de 1407, 1418, 1429, il jetait des pliants qui venaient demander à la Vierge Noire qu'elle impétrât paix et concorde au royaume de France. Durant ces années les plus troubles et les plus noires de la guerre de Cent Ans, Notre-Dame du Puy, dont le roi Charles était chanoine et où il devait faire 5 pèlerinages au cours de son règne, demeura vraiment comme la citadelle spirituelle, le centre religieux, le palladium de la royauté française. Il est temps de remettre à l'heure certaines dates de notre histoire. À l'époque de Jeanne, se dressait à Domrémy, la Pucelle, une forteresse nommée le château de Lille. Ce château existait déjà dans la première moitié du XIIe siècle. Logiquement, ce château ne pouvait que se situer sur le territoire médiéval de Domrémy le Greux, sur un terrain non inondable et appartenant au territoire champenois, donc sur les terres dépendant de la couronne. Cette forteresse ressemblait certainement à ses survivants voisins de Rothée ou Combervaux,
qui datent de la même époque. Nous évoquons ce château parce qu'à partir de 1420, c'est la famille dite d'Arc qui va l'habiter. En effet, plusieurs chercheurs ont retrouvé le bail conclu entre les propriétaires de la forteresse, les seigneurs de Bourg-les-Monts et 2 locataires dont un n'est autre que Jacques d'Arc. Jeanne affirme être âgée de 13 ans environ au moment où elle entend ces voix pour la première fois. Elle assure qu'il y a 7 années passées que les voix commencèrent à lui dicter sa conduite. Si nous additionnons 13 ans plus 7 ans, nous trouvons 20 années en mai 1428, lors de son déplacement à Vaucouleurs, lors de sa première démarche auprès de Baudricourt. Cela nous donne donc une naissance possible entre mai 1407 et mai 1408, ce qui est relativement précis comme fourchette de date. Nous sommes dans une période de date délimitée, transmise par la principale intéressée, ce qui est une donnée historique capitale. Il est dit que l'histoire de France par M. l'abbé Velly, continuée par Villaret, fait état de la naissance en novembre 1407 du dernier enfant de la reine Isabeau de Bavière. Tout d'abord nommé officiellement Philippe et déclaré mort sitôt sa naissance le 10 novembre 1407, Jeanne serait cet enfant de cette reine féconde. C'est l'historien royal Villaret qui nomme Jeanne ce rejeton unissant en lui la maison de France et le duché d'Orléans. Réalité ou légende ? La réalité diffère de la légende. Jacques d'Ulysse, de la famille des chevaliers d'Arc, n'est pas un pauvre paysan qui envoie sa fille garder les moutons au champ. Il est, au contraire, le descendant de la famille d'Ulysse de très ancienne noblesse. Jacques d'Ulysse et la famille des chevaliers d'Arc sont des grands serviteurs de la couronne. Jacques, 4e fils de la famille d'Ulysse, n'est pas le titulaire du titre de chevalier d'Arc. Mais il est le prestige de sa famille et son autorité personnelle lui permettent d'accéder à une fonction de confiance auprès de la très puissante Yolande d'Anjou, duchesse de Bar. Il est son régisseur et à ce titre contrôle les immenses domaines barrois de la duchesse. Les origines de la Pucelle rebutent les représentants de l'Église, qui doivent faire face à des nécessités canoniques, théologiques et diplomatiques. Une Jeanne, fille adultérine d'Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans, fille du péché, canonisée par la suite, ne représente pas un parcours de référence. Le statut des enfants adultérins est très mal perçu à l'époque de la Pucelle sur le plan religieux. Difficile pour les historiens de trouver alors une nouvelle famille adoptive, puisqu'ils ne veulent pas envisager que la Pucelle puisse être la fille de Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière. Réalité ou légende ? Dans cette hypothèse, la Pucelle, princesse d'Orléans, née le 10 novembre 1407, est une princesse dont la famille est installée dans les cours européennes. Elle est la sœur de Charles VII, car ils ont le même père et la même mère, Louis d'Orléans et Isabeau de Bavière. Jeanne est la demi-sœur de Catherine, fille de Charles VI, épouse d'Henri V, roi d'Angleterre, en exécution des dispositions du traité de Troyes. Cette Catherine est la mère du roi d'Angleterre Henri VI, 1421-1471. La Pucelle est ainsi la tante d'Henri VI, roi de France et d'Angleterre.
La Pucelle est également la demi-sœur de Michel, fille de Charles VI, épouse de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Par son père, Louis d'Orléans, la Pucelle est également la demi-sœur du duc Charles d'Orléans, prisonnier depuis Azincourt, et de Dunois, le célèbre bâtard d'Orléans, son compagnon de combat. Jeanne est la demi-sœur de Dunois, bâtard d'Orléans, ainsi que la cousine d'Anne de Bedford, elle-même fille de Jean sans peur. Elle est également la tante de Jean, duc d'Alençon, par alliance. Descendante en ligne directe des rois de France et des ducs de Bavière, la Pucelle est donc très proche par le sang de tous ceux qui portent un grand nom en Occident. La duchesse de Luxembourg, sa tante, et le petit roi d'Angleterre Henri VI, qui prétend au royaume de France, est son neveu. Mais le temps est venu pour faire un détour dans le village de Domrémy-la-Pucelle. À propos du nom de Domrémy, deux versions se rejoignent quant à l'origine du nom Domrémy. La première serait une contraction du vocable latin Dominus Remigius, qui aurait pour signification Saint-Rémy. L'autre version serait celle des mots latins Domus Remigius, qui pourrait se traduire par maison de Rémy. Le saint en question tient son nom du peuple des Rèmes, fondateur de Reims, lui qui fut évêque de ce lieu. Rémy était donc tout simplement le Rémois. Et si le nom du village, au lieu de faire référence à Saint-Rémy, indiquait plus simplement soit l'emplacement d'un lieu de culte remarquable celte, soit d'une enceinte ou éminence sacrée, soit le dunum Rémii, qui au fil du temps serait devenu Domrémy. Et comme effectivement on trouve au flanc d'une des collines surplombant la localité, sur le versant est du bois chenu, de curieux édifices faits de très grosses pierres assemblées sans trace d'un quelconque liant et formant un mur cyclopéen soutenant une terrasse, on est en droit de s'interroger. Qui a pu, il y a très longtemps, élever cet édifice sur lequel on peut encore distinguer des pierres levées? Et on pense au mur cyclopéen de Mycène. Au mur païen du Mont Saint-Odile en Alsace, au Civita Vecchia d'Arpino. Mais comme notre bonne Jeanne ne pouvait être que chrétienne, il était donc hors de question de l'imaginer allant folâtrer du côté d'un site celte, d'un arbre aux fées, ou plutôt arbre aux failles, site païen par définition. Agrand, village situé à quelques kilomètres de Domrémy, le touriste curieux peut encore visiter des salles souterraines dédiées au culte de Mithra. Mais il ne faut surtout pas laisser s'imaginer aux touristes qui visitent Domrémy qu'ici ont vécu d'autres personnes à côté des fervents catholiques. Et l'on cache l'existence de ces vestiges. On aime faire visiter à Domrémy l'église Saint-Rémy, lieu où Jeanne fut baptisée. Par un curieux raccourci de l'histoire, cette église abrite une cuve baptismale qui aurait servi à baptiser Jeanne.
Elle est devenue l'église du baptême de la Pucelle. La supercherie apparaît pourtant clairement dans l'énoncé du texte, gravé dans le marbre situé au-dessus de ces fonds baptismaux. Car l'objet en question a bien été apporté ici d'un autre endroit. Et l'on retrouve aisément dans les archives l'emplacement de cette chapelle dédiée à Saint Jean le Baptiste. C'était celle du château de Lille, propriété des comtes de Bourlémont, branche de l'illustre famille de Salm. On imagine parfaitement la fille du pauvre laboureur baptisée dans la chapelle du château du seigneur local. On constate qu'un simple élément de mobilier permet de vieillir un édifice pour le mettre en accord avec ce que l'on veut faire croire aux touristes. Le bâtiment a été profondément remanié par l'architecte en chef du département des Vosges au début du XIXe siècle. Pourquoi a-t-on délibérément modifié et dénaturé cette église ? Et la liste des anomalies n'est pas close. Revenons d'ailleurs sur la dernière modification de la construction évoquée. Mettre l'église en conformité avec l'histoire, voilà donc la raison de cette modification principale. Et pour cela, on détruit le caractère sacré de cet édifice. Cela dit, on a, à la même époque, bâti la maison natale, modifié le cours du ruisseau et placé dessus une passerelle pour rappeler la grosse pierre plate servant de pont. Mais ce n'est pas tout. On va aussi modifier le clocher, rehausser les toitures, percer des fenêtres, modifier le transept et même créer de toutes pièces une petite tour latérale, certifiée de nos jours datant du XIIIe siècle, alors qu'elle est absente sur les plans et les vues de 1819. Renseignement pris, cette tourelle fut édifiée en 1846. Concernant la démolition de l'abside, des spécialistes locaux ont affirmé qu'il en fut ainsi par la nécessité d'élargir la rue principale afin de faciliter le passage à des camions. La maison natale à Domrémy-la-Pucelle. Dans le petit village de Domrémy-la-Pucelle, situé dans la zone que l'on nomme la plaine des Vosges, le touriste peut visiter ce qui lui est présenté comme la maison natale de Jeanne d'Arc. La chambre des garçons, la chambre des filles. Lorsque l'on sait que dans les campagnes, toute la famille dormait dans le même lit clos, et ce, jusqu'à une époque assez récente, cela ne prête qu'à sourire. Mais que penser de cette bâtisse, censée être la demeure d'un pauvre laboureur ? Les maisons paysannes lorraines comportent 1, 2, 3, voire 4 travées, chacune ayant une fonction particulière. Une sert à l'habitation, une autre à loger les bêtes, une autre encore à l'engrangement, reconnaissable à sa grande porte, et chez les riches agriculteurs, une 4e travée abritant parfois forge et four à pain. Où Jacques d'Arc aurait-il abrité ses bêtes, chevaux ou bœufs, nécessaires à son travail de laboureur ? Ces constatations prouvent que la dite maison natale n'est même pas contemporaine de l'héroïne.
La maison qu'on nous présente actuellement comme étant celle de Jeanne était donc sur la rive droite du ruisseau, donc sur la partie barroise du village, ce qui est en flagrante contradiction avec les faits. À l'époque de Jeanne, le village de Domrémy est partagé en deux par le ruisseau des Trois Fontaines, nommé ainsi parce que ce sont trois sources qui l'alimentent. Sur la rive droite, donc, au sud, de ce petit cours d'eau, se trouve le Barrois, et sur la rive gauche, donc côté nord, la Champagne. Mais ce ruisseau, s'il sépare en deux l'agglomération de Domrémy, sépare en fait deux localités bien différentes. D'un côté, Domrémy, et de l'autre, Greux. Donc ce que l'on nomme au cours du procès Domrémy de Greux est en réalité un faubourg de Domrémy, bâti sur le territoire de Greux. Cette partie du village a par la suite été nommée l'Entre-deux-Villes, jusqu'à un échange de parcelles au XIXe qui a remédié à cette situation. Mais la zone du village de Greux touchant Domrémy se nomme encore de nos jours l'Entre-deux-Villes. Et ce sont les seuls habitants de cette entité, Greux village et l'Entre-deux-Villes, qui seront exemptés d'impôts par Charles VII. La Champagne fait alors partie du domaine royal. Et l'on se souvient que Jeanne, partant secourir le dauphin Charles, va quérir l'assistance de Robert de Baudricourt, commandant de la place forte de Vaucouleurs pour la couronne. Faut bien noter toutefois que ces deux territoires, Barrois et Champagne, n'ont rien à voir avec la Lorraine. Et on sait qu'il faudra à Jeanne un sauf-conduit pour se rendre à Nancy visiter le vieux duc de Lorraine. De plus, Jeanne, lors de son interrogatoire, précise bien qu'elle est originaire du village de Domrémy, de Greux, qu'elle se rendait à l'église de Greux, qu'elle avait l'habitude de prier à l'ermitage de Bermond, situé sur la commune de Greux. On fait de Jacques d'Arc un paysan parce que fermier. Mais dans le vocabulaire du Moyen-Âge, un fermier n'est précisément pas un agriculteur, mais un percepteur de taxes. Selon le Littré, fermier, celui à qui le souverain affirme le droit de lever certains impôts. La maison où vivait la pucelle devait constituer une sorte de bâtiment de douane, ou plutôt d'octroi, dans lequel les colporteurs et autres camelots devaient régler leurs droits de passage, le ton-lieu. Un pont étant en général constitué d'une arche, c'est vraisemblablement là l'origine du nom de famille de Jacques d'Arc. On aurait pu l'appeler du pont. Les colporteurs et autres camelots médiévaux, arrivant dans le village, devaient pour sûr s'enquérir du point de passage vers la Champagne et demander le darche, l'homme du pont. Les historiens s'accordent à écrire qu'à proximité du village de Domrémy se trouvait une forêt appelée le Bois Chenu, et que Jeanne s'y rendait souvent pour rejoindre le site du Baumet ou arbre ou fée. Le vocable arbre et non arbre appartient à la tradition celtique
Et cet enseignement confirme que, parmi les 4 cercles cosmogoniques représentant l'univers, Abre ou Abred définit le destin ou la connaissance. Pour Platon, la connaissance est à l'intersection des vérités et des croyances. Plus prosaïquement, Abre trouve son équivalent dans le mot latin apricus, qui signifie ensoleillé, exposé à la lumière du soleil. Abre trouve également son équivalent dans l'ancien allemand aber, des termes qui en français donneront abri. C'est au procès que l'on accusera Jeanne d'hérésie puisqu'elle aurait gardé des sympathies pour ces vieilles idées celtes de la fête du renouveau du soleil. Sur ce promontoire qui domine la vallée de la Seille, où l'occupation humaine remonte à des millénaires, la célébration du soleil ne s'est jamais éteinte. Même aux pires heures de l'Inquisition et des guerres, où l'inculpation de sorcellerie ou d'espionnage pouvait s'avérer mortelle, il y eut toujours au moins un Castel chalonnais à tourner sa faille, à maintenir le rite avec l'espoir au cœur que le soleil reviendra. La faille n'est autre qu'une bûche de tilleul de 60 à 80 cm de long, fendillée à l'extrémité et taillée à l'autre bout de telle façon que l'on puisse bien la tenir en main. On l'allume au grand feu et seul compte l'énergie avec laquelle on la tourne à bout de bras. C'est alors que, pendant quelques minutes, la vallée s'embrase d'une multitude de lucioles qui dansent, semblables à des abeilles. C'est le Chive-Schlave des feux de la Saint-Jean. On se presse autour du brasier pour enflammer la bûche, et c'est à qui illuminera le plus beau soleil pour combattre cette nuit. En fait, cette fête des failles est à mettre en parallèle avec la tradition de la bûche de Noël. On célébrait autrefois le solstice d'hiver en allumant un très gros morceau de bois dans sa cheminée et le voir brûler pendant plusieurs heures, en fait jusqu'au matin, était alors un gage de bonheur et de fertilité pour toute la maison. Il n'est plus question maintenant de pratiquer une telle coutume qui a été remplacée par la traditionnelle pâtisserie, le gâteau roulé et décoré appelé la bûche de Noël. On trouve dans ce bois chenu, à proximité immédiate du village, les vestiges de curieuses constructions, restes de croyances au culte celte du soleil qui ont fort troublé les intervenants lors du procès de Jeanne. Ne serait-ce point là le véritable site de l'arbre aux fées, dont on sait qu'il a par la suite supporté la construction d'une chapelle, et par la suite l'édification de l'oratoire dédié à Jeanne par Ordal en 1560, 2 descendants de la famille d'Arc, Claude et Étienne Ordal, firent ériger en la cathédrale de Toul une copie de la Jeanne du pont des Tourelles, en pierre polychrome. À Domrémy, Étienne Ordal avait fait ériger vers 1610, sur les ruines d'une très ancienne chapelle édifiée par les sires de Bourg-les-Monts, un oratoire en mémoire de Jeanne, qui reçut donc une copie de la statue de Toul, réduite et quelque peu modifiée. N'oublions pas d'ailleurs l'anecdote de la mandragore, que l'on accuse Jeanne de posséder et d'utiliser ses pouvoirs magiques.
plante qui, à la connaissance de la pucelle, existait bien sur le site de l'arbre aux fées. En raison de la forme vaguement humaine de sa racine et de ses composés alcaloïdes psychotropes, la mandragore a été associée depuis l'Antiquité à des croyances et des rituels magiques. Nancy, Vaucouleurs, Chinon, Loches, Beaulieu, Beaurevoir, Le Crotoy, Rouen, Arlon, Jauny, Autrey, Richard-Ménil, que de châteaux pour la bergère illettrée. Découvrons le château de Chinon, étape importante dans le parcours de Jeanne du Lys. L'arrivée de Jeanne au logis royal de Chinon fut pour cette jeune femme de 21 ans l'aboutissement de 8 à 10 années d'intense formation, d'études, d'apprentissages multiples, menés depuis le jour où elle découvrit sa filiation jusqu'à son départ de Domrémy via Vaucouleurs pour Chinon. C'est évidemment à Domrémy, enfant, qu'elle sera catéchisée, prise en main par les dames franciscaines, puis à 18 ans, instituée grande dame discrète du tiers-ordre franciscain. C'est un ordre séculier, c'est-à-dire qu'il est composé non de religieux astreints aux vœux monastiques, mais de personnes du monde qui s'obligent comme des religieux à servir Dieu. C'est à Domrémy qu'elle apprendra la lecture et l'écriture. C'est à Domrémy que lui seront révélées ses origines, vraisemblablement par Colette de Corbie en personne. C'est à Domrémy qu'elle apprendra la pratique du langage de la cour et de ses usages. C'est encore à Domrémy qu'elle affinera durant des années sa formation de brillante cavalière, qu'elle suivra le très long apprentissage du maniement des armes de guerre en compagnie de ses frères de lait, Jean et Pierre d'Arc. On voit sur cette lettrine du XVe siècle un portrait de Jeanne affublée en paysanne, hormis des housseaux et des éperons, et également l'épée. L'artiste a fait figurer de part et d'autre de la pucelle des amoncellements noirs qui figurent vraisemblablement des tas de charbon de bois, le travail des bons cousins charbonniers locaux. De plus, on peut suspecter sur cette image que l'on a délibérément ajouté un fer de hallebarde au bâton qu'arbore l'héroïne, vraisemblablement un marlin, signe distinctif des initiés de la charbonnerie. Ce mouvement des bons cousins charbonniers avait une envergure européenne. Les charbonniers fournissent le combustible nécessaire à la fusion du minerai de fer. N'oublions pas que le charbon de bois intervient dans la fabrication de la poudre noire avec le soufre et le salpêtre. Pendant sa carrière militaire, Jeanne fait souvent usage, ou du moins référence, à un bâton, son martin, qu'elle utilise à tout va. Mais ce type d'objet ne fait pas partie de l'arsenal de guerre d'un chevalier. Par contre, cet objet est un attribut bien connu de la tradition charbonnière, ce gourdin prenant le nom de masse, maillet, marteau, ou encore de marlin. Sur cette miniature représentant le sacre de Charles VII, on aperçoit Jeanne, reconnaissable au bâton qu'elle tient à la main. On remarque sur le tympan qui surmonte la porte d'entrée de la maison natale officielle de Jeanne la présence de 3 blasons.
Les deux situés au centre et à droite sont facilement interprétables et entièrement rénovés d'ailleurs. Mais celui de gauche, martelé de nos jours, interpelle. Nous y distinguons 3 formes triangulaires, pointe vers le bas, qui représentent, à notre avis, les 3 coins, autres symboles du mouvement charbonnier. C'est lors de la révélation sur sa naissance que Bertrand de Poulengy fut envoyé auprès de Jeanne. Il logeait chez Baudricourt à Vaucouleurs, à 1 heure de cheval de Domrémy. Discrètement présent auprès de Jeanne, informateur de Yolande sur les progrès de sa protégée, cet écuyer du roi de France a certainement participé ès qualité à sa formation de combattante, et il fut sans doute ce Saint-Michel qui parlait régulièrement à Jeanne au nom du roi. Pour la part d'éducation qui leur revenait, les dames de Bourlemont furent peut-être ses autres voix, celle de la Sainte Marguerite martyrisée pour s'être habillée en homme, et celle de Sainte Catherine, la pure vierge et patronne des vierges. Parti de Vaucouleurs le 22 ou le 23 février 1429, la petite troupe qui accompagnait Jeanne était commandée par Jean de Metz. Il y avait Collet de Vienne, messager de Charles VII, qui était venu chercher Jeanne et qui repartait à Chinon. L'envoyé du roi de France initiait l'opération tout en apportant à Baudricourt les garanties qu'il avait exigées sur la participation financière du trésor royal. Il y avait évidemment le fidèle chevalier Bertrand de Poulengy, dont les historiens propagateurs de la légende ne se sont jamais demandé ce qu'il faisait auprès de Jeanne depuis tant d'années, lui l'écuyer du roi de France. Il y avait Jean Coulon, dit Donnecourt ou de Dieulouard, écuyer de René d'Anjou, duc de Bar. Pour qui sait le rôle majeur tenu dans l'instrumentalisation de Jeanne par Yolande d'Anjou, mère du dit René Ier, cette présence n'a certainement rien de fortuit. Il y avait encore Julien Donnecourt, le serviteur habituel de Bertrand de Poulengy, et enfin Richard l'Archer, dont on ne sait rien si ce n'est qu'il était rude gaillard et peut-être écossais. Jeanne, ses 6 compagnons de route et leurs 9 chevaux arrivent à Chinon entre le 4 et le 6 mars 1429. Seules quelques dates d'étape sont connues, ainsi que la date de la première entrevue publique de Jeanne avec Charles VII qui eut lieu le 6 mars 1429. C'est en arrivant à Chinon, par le nord-est, que l'on découvre le mieux la colline dominant la ville et les murailles du château qui ceinturent toute la butte. Jeanne a vu la ville et le château d'un autre côté, depuis les rives de la Vienne d'où elle arrivait. En parcourant la rue Haute, comme Jeanne l'a fait en arrivant, on aperçoit au-dessus des maisons la face sud-est des logis royaux restaurés et les tours encore debout. On raconte que, arrivée à Chinon, terme de son voyage, elle envoie des clercs quérir cette fameuse épée dont les historiens traditionalistes estiment qu'elle a appartenu à Charles Martel, qui en a fait don à ce lieu de culte
et a été enterré derrière l'autel après sa fameuse victoire de Poitiers sur les Arabes. Toujours ce mélange de légende et de réalité. On dit aussi que dès sa découverte, la rouille qui recouvrait cette arme légendaire s'est décollée au passage d'un simple coup de chiffon. Cet objet qui avait acquis un statut d'épée magique auprès des troupes de Jeanne finit plus prosaïquement brisé sur le dos d'une des ribaudes qui suivaient l'armée, au grand déplaisir du roi, dit-on. Et Jeanne a fini son initiation. Elle a reçu une éducation militaire et politique après avoir appris le secret de ses origines. Elle a fait ses preuves devant le duc de Lorraine, est passée dans le donjon de Coudray et a récupéré la fameuse épée. Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, lors de sa fin atroce sur le bûcher, avait maudit le pape et le roi de France, Philippe le Bel, et ce jusqu'à la 13e génération de leur race. Et cette malédiction court toujours lorsque Jeanne fait sa révélation. Mais Charles VII, même s'il brigue le trône de France, n'est pas un descendant de Philippe le Bel, tandis que le roi d'Angleterre, oui. Mais c'est une chose que l'on doit cacher au bon peuple. Dans la légende que l'on a créée, Jeanne doit bouter l'anglais hors de France. Donc lutter contre l'envahisseur du sol national. Alors que dans la réalité, il en est tout autrement. La guerre de 100 ans n'est qu'une querelle de succession entre deux branches d'une même famille. Jeanne révèle à Charles qu'il ne sera pas touché par la malédiction du dernier des Templiers, contrairement à son rival. Ce qui présume une implication de Jeanne dans l'ordre templier et le pouvoir de transmettre des messages de sa part, donc vraisemblablement un grade élevé dans sa hiérarchie. Des régiments écossais arborant la croix templière combattront en effet aux côtés de Jeanne. Ils lui apporteront une stratégie différente de celle utilisée habituellement par la chevalerie française, qui consistait à se mettre en ligne et à foncer dans le tas. La guerre prendra une autre tournure. Et surtout, ces nouvelles troupes utiliseront l'arc, une arme meurtrière sur le champ de bataille, et même les premières armes à feu individuelles, les handguns. Les paroles de Jeanne au dauphin sont claires. « Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France. N'en déplaise aux bonnes consciences, notre explication est la bonne. Jeanne la Pucelle est bien une bâtarde royale. Son réel géniteur ne peut que se trouver dans l'entourage immédiat de la reine. Potentiellement donc au sein du conseil de régence. Par ailleurs, on ne peut que constater la troublante ressemblance entre Jean sans peur et Charles VII. En conclusion, rappelons ici la prophétie dite de Merlin, sur laquelle les tenants de la royauté de Charles VII vont fonder toute leur opération de guerre psychologique. Une catin perdra la France. Une vierge la sauvera. L'une de l'autre sortira.